Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité pour débuter. On parle ce soir du Rwanda, le génocide, il y a 25 ans, l'horreur. Le Rwanda a atteint donc le summum de l'horreur le plus absolu, le génocide des Tutsis qui, selon une estimation de l'ONU, a fait un peu plus d'1 million de morts, 800 000 selon d'autres rapports. 25 ans après, où en est-on? Quel est le souvenir de ce génocide qui reste dans le pays? On en parle tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. C'est un bien triste anniversaire que célèbre le Rwanda. À coup sûr, c'est un triste anniversaire puisque on a encore en mémoire ce qui s'est passé en 1994. Puisqu'au départ, on disait que c'était un génocide, ce n'était pas un génocide, mais très rapidement, il s'est révélé clairement qu'on était en face d'un génocide, puisque quand on a tué 800 000 personnes en 100 jours, vous imaginez, ça fait à peu près 8 000 personnes par jour. Et c'était la première indication qui avait dit aux gens, non, ce n'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose d'organisé. Et à la limite, c'est une des pages noires pour l'Afrique, particulièrement pour le Rwanda, qu'une partie de la population se soit levée contre une autre partie de la population et que des gens aient été massacrés de la sorte avec des machettes, avec des armes à feu, avec le feu même, puisque certains qui s'étaient réfugiés dans certains endroits, on a préféré tout simplement les brûler avec le refuge dans lequel ils se trouvaient. Je crois que c'est véritablement une des pages noires, aussi bien pour le Rwanda que pour l'Afrique. Alors, vous l'avez dit, on s'imagine que ce genre d'acte n'a pas pu être spontané, il a été préparé. Est-ce que 25 ans après, on connaît le modus operandi? Ce n'est pas très clair le modus operandi, puisque les gens considèrent qu'il y a d'autres mains dedans. Il y a le président Museveni même qui est accusé, parce que l'avion est venu de nuit. Oui. Les gens disent que c'est lui qui a retardé volontairement le président du Rwanda à l'époque, sans qu'il y ait de raison précise, qu'il est même allé continuer à parler avec lui à l'aéroport pour que le vol se fasse pendant la nuit. À un certain moment, le président même a dit, comme c'est la nuit, il préfère passer la nuit pour repartir le lendemain. Le président Museveni lui dit non, les conditions d'accueil n'existent pas pour toute cette délégation, il vaut mieux partir. Vous voyez le problème que ça pose. Les Belges, qui étaient la puissance coloniale, sont également accusés. On les accuse d'avoir tout le temps favorisé les Tutsis contre les Hutus pour pouvoir les amener à les dominer. On parle de la France parce qu'il y avait déjà une opération militaire sur place qui est là. On considère qu'ils étaient là. Ils ont vu les choses venir. Personne n'a rien dit. On a vu même des militaires français écrire des livres parce que certainement leur conscience ne leur permettait plus de garder secret un certain nombre de choses, montrant clairement qu'effectivement, la force qui était présente sur place a laissé faire d'une façon ou d'une autre ce génocide-là. Donc vous voyez que les niveaux de responsabilité sont là, sans compter le fait que le président Kagame, qui est celui qui a profité du crime, si on peut l'appeler ainsi, est également désigné du doigt comme étant l'organisateur de ce massacre, parce que c'était lui le président du FPR, et c'est eux qui ont mené la révolution à partir de l'Ouganda, dont je parlais tout à l'heure. Alors, 25 ans après, et malgré la déclassification d'un certain nombre de documents, pourquoi est-ce si difficile d'avoir la vérité grand V sur ce qui s'est passé? Il y a plusieurs raisons. Tout n'a pas été déclassifié. Et comme je le montre tout de suite, vous avez plusieurs niveaux de responsabilité. Et bien sûr, quand c'est 800 000 morts, il va être difficile de voir quelqu'un qui va se lever et dire « j'accepte de prendre la responsabilité ». Et certainement, dans ce qui n'a pas été mis à la disposition du public au niveau des documents, certainement, il y a des informations qui peuvent créer des problèmes. Ça peut se comprendre aussi parce que 25 ans, ce n'est rien. C'est très court, les personnes sont encore là. Des témoins sont encore là. Des victimes qui n'ont pas perdu la vie sont encore là. Donc sortir un certain nombre de noms pourrait également remettre le Rwanda dans une situation difficile. D'autant plus que quand le gouvernement lui-même a fait un sondage pour demander aux Rwandais est-ce que les gens pensent qu'un autre génocide est possible, 40% des Rwandais ont répondu oui. Ce qui veut dire que
on nous montre un pays où tout est calme, etc. Mais c'est comme si dans le fond, le problème n'a pas été véritablement réglé. C'est parce que Kagame dirige avec une main de fer que les choses sont comme elles sont. Mais dans le fond, on n'a pas réglé le problème pour que les Hutus et les Tutsis acceptent de vivre paisiblement ensemble. Alors, quel est le véritable problème qui oppose Hutus et Tutsis quand on sait que dans ce pays, physiologiquement, il n'y a pas une grande différence entre ces deux ethnies qui partagent la même langue? Je parlais tout à l'heure du rôle de la Belgique, de la puissance coloniale dans ce travail de séparation. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, d'agriculture et de paysans plutôt. Parce qu'il fallait plutôt parler de ça que de parler d'ethnie. Non seulement ça, mais après, on a favorisé les uns sur les autres, entraînant une sorte de discrimination. Pendant longtemps, un Tutsi ne pouvait pratiquement même pas être un ministre dans un gouvernement. Il a fallu en 1993, sous la pression de la communauté internationale, que le président Habyarimana accepte qu'il y ait un Tutsi dans le gouvernement, et c'était même un métis, pas un Rwandais à 100%, si on peut le dire ainsi, pour dire qu'il y a eu de la tension entre ces gens. Et quand je pense au témoignage de Olivia, c'est un nom d'emprunt qu'on donne à une femme, elle dit que son père lui a dit que les Tutsis n'ont jamais vécu en paix au Rwanda depuis 1959. Pour dire que ce n'est pas en 90 que le problème s'est posé, mais c'est toute une cumulation qui a abouti à ce qu'on a vu en 90. Et les gens disent que, comme l'expression courante le dit, tout le monde savait, tout le monde a vu les choses venir, parce que certains même avaient fait quitter leur famille le pays, sentant qu'effectivement, il risque de se passer des choses extraordinaires. Alors justement, et la question qu'on est en droit de se poser aujourd'hui, pourquoi a-t-on laissé faire? Est-ce qu'on n'avait pas pris au départ la mesure de l'ampleur de l'horreur? En tout cas, c'est la thèse la plus répandue. Au départ, les gens pensaient juste à une réaction. Mais très rapidement, la chose a effectivement pris une ampleur que personne n'attendait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 800 000 morts en 100 jours, ça fait 8 000 morts en un seul jour. 8 000 morts en un seul jour, ça ne peut pas être le produit de hasard. L'autre élément, on a vu des éléments qui après qu'on ait abattu l'avion, immédiatement après, on a vu les gens aller s'en prendre à un certain nombre de lieux bien précis. Et toujours en allant attaquer plutôt des Tutsis. Et c'est ça qui avait commencé à dire aux gens, mais attendez, ça là, ça ressemble à quelque chose qui a été organisé, mais ça n'avait pas encore pris une certaine ampleur. On était encore dans la capitale, mais rapidement, ça s'est étendu à tout le pays. Ce qui explique finalement ce nombre extraordinaire de morts, plus le fait que ceux qui pouvaient faire quelque chose n'ont rien fait. Parce qu'une des justifications du nombre de morts également, c'est cela. Ceux qui pouvaient faire quelque chose n'ont rien fait, ils ont laissé faire, et c'est ce qui a créé ce problème pendant très longtemps entre le Rwanda et la France. La France voulant accuser Kagame comme étant un des responsables de ce qui s'est passé. Kagame voulant dire le contraire en considérant que les Français même sont des complices dans ce qui s'est passé. Ça a brouillé des relations diplomatiques qui d'ailleurs n'ont pas encore été rétablies jusqu'à présent. Alors à l'origine, ceux qui étaient quand même les génocidaires disaient défendre une cause Hutu. Quelle était cette cause-là? Est-ce qu'on peut l'appeler une cause? Parce qu'en fait, c'est comme des gens qui se replient sur eux-mêmes en disant mais non, les Tutsis sont en train de vouloir prendre le pouvoir. On ne peut pas raisonner dans un pays en Hutu et en Tutsi. D'autant plus que eux qui disaient que les autres veulent prendre le pouvoir, c'est eux qui étaient aux commandes. Et c'est eux qui étaient aux commandes depuis l'indépendance. Et c'est eux qui, pendant qu'ils étaient aux commandes, avaient mis les Tutsis pratiquement, j'allais dire, dans un petit sac. Mais même le premier Tutsi à avoir obtenu une bourse étrangère, c'était un événement. Pour dire comment ces gens étaient considérés comme des citoyens de seconde zone. Est-ce que ces citoyens de seconde zone pouvaient représenter une menace aussi importante qui puisse expliquer qu'on s'en prenne à eux de la sorte? Ou bien, comme le disent certains analystes, on a fait tomber l'avion du président de la République pour avoir un argument.
pour pouvoir s'en prendre à ces gens qui étaient considérés comme de potentiels, une potentielle alternative à ce que les Hutus avaient fait pratiquement depuis l'indépendance du pays jusqu'à cette période-là. Mais c'est des analyses, on n'a toujours pas encore un élément clair permettant de dire voilà exactement ce qui s'est passé, mais ça ne peut pas suffire comme argument pour tuer 800 000 personnes. Alors, 25 ans après, il y a quand même changement d'une génération. Est-ce que le souvenir du génocide est encore très présent et est-ce que les jeunes en savent beaucoup de choses? Oui, les gens en savent beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure de cette dame qui s'appelle Olivia, qui est toujours vivante, qui a échappé à ce génocide, qui s'était réfugiée dans une église avec 5 de ses enfants. Les 2 ont été tués en dehors de l'église. On est venu pour massacrer les gens à l'intérieur de l'église. Elle a dû faire un choix difficile. Elle ne peut pas fuir avec 3 enfants. Elle a pris un enfant sur les 3 pour fuir avec. Quand elle est sortie, on leur a tiré dessus. Elle s'est couchée sur son enfant comme une bonne mère pour protéger son enfant. Les autres sur qui on tiré sont tombés sur elle. Ce qui fait qu'elle a échappé avec son enfant. Elle a échappé à la mort, mais elle n'a pas échappé au génocide. Parce que quand les gens sont venus après pour chercher les cadavres et exécuter ceux qui n'étaient pas véritablement morts, quand on l'a trouvée, elle a été violée. Elle dit qu'elle ne sait même pas combien d'hommes l'ont violée. Et de ce viol, elle a pris une grossesse puisque 9 mois après, elle a accouché d'un garçon et elle a également elle-même ramassé le sida. Ça veut dire que les traces sont là. Malgré 25 ans, il y a des milliers d'enfants au Rwanda aujourd'hui qui sont nés des viols de cette période-là. Donc, j'allais dire des symboles, des manifestations concrètes de ce qui s'est passé pendant cette période. Sans compter maintenant cette femme qui a vécu. Et elle n'est pas la seule à l'avoir vécu. Les gens n'ont pas oublié également parce qu'il y a une sorte de mémorial là-bas où même des squelettes, des restes de crânes et autres sont conservés. Et comment il s'appelle, le président Kagame joue beaucoup sur cette affaire. Il y a des célébrations pour faire en sorte que les gens n'oublient pas. Donc même la jeune génération, les gens sont parfaitement informés de ce qui s'est passé au niveau du génocide. Et aujourd'hui, comment vivent Hutus et Tutsis? Personne ne peut le dire. Un journaliste est allé pour essayer de savoir ce qui se passe. Il est allé dans un village. Il a demandé, il allait rencontrer le chef du village. Il a posé au chef du village la question, il y a combien de Hutus et il y a combien de Tutsis dans le village et comment ils vivent ensemble. Le chef lui a dit, tu m'as créé des problèmes. Et effectivement, quelque temps après, parce que le Rwanda est un pays très policé, il y a tellement d'indicateurs un peu partout, les services de renseignement sont venus les ramasser tous. Pour dire que on ne donne même pas aux gens l'occasion de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Le président Kagame a décidé qu'il n'y a plus de Hutus, puisque c'est ça. Il n'y a plus de Tutsis, il n'y a que des Rwandais. Mais malgré tout, eux, ils se connaissent, ils se reconnaissent également entre eux, mais les gens ont peur d'en parler, parce qu'il y a cette pression qui est là, qui est très forte, qui fait qu'on empêche aux gens de revenir sur la question. C'est pourquoi il y a un homme d'église qui disait, vous êtes là en train de parler du Rwanda, la propreté de la ville, l'avancement sur le plan économique, les bâtiments qui poussent, mais est-ce que vous savez ce qui se passe dans les cœurs des Rwandais? C'est-à-dire dans leur fort intérieur, est-ce que vous savez ce qui se passe? Et il disait que si on veut que ce problème-là soit véritablement résolu, c'est certainement là-bas qu'il faut aller résoudre le problème. Et est-ce qu'il n'y a pas à craindre l'après-Kagame? Il y a à craindre l'après-Kagame parce que, quoi qu'on dise, Kagame dirige avec une main de fer. Non seulement avec une main de fer, on a vu comment, pendant un temps, les opposants étaient soit tués, aussi bien au endroit qu'à l'étranger, soit ils sont emprisonnés, soit ils quittent le pays. Tout le monde l'a vu. On avait parlé ici de la dame, la Victoire, qui a finalement été libérée avec sa maman, tout simplement parce qu'elle a un parti politique, elle a voulu être candidate aux élections présidentielles. Le danger que ça crée, c'est qu'on crée un vide derrière lui. Alors que dans un pays, on doit pouvoir savoir que si celui-là quitte, mais il y a une dizaine d'alternatives possibles. Et ça donne de la stabilité. Les gens sont tranquilles parce que s'il n'est pas là, il y a 10 personnes qui peuvent faire autant, sinon même mieux que lui. Mais quand vous faites le vide
autour de vous. Il suffit que la mort survienne de façon soudaine, bien qu'on ne le lui souhaite pas. Qu'est-ce qui va se passer encore? Alors que je l'ai dit tout à l'heure, le sondage organisé par le gouvernement lui-même montre que 40% des Rwandais sont convaincus qu'un autre génocide est encore possible. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est cette disparition subite d'un président qui avait entraîné le génocide. Donc c'est bon de gérer le pays, c'est bon de s'occuper du développement du pays, mais comme on dit, il faut penser à du développement durable. Le même prêtre dont je parlais tout à l'heure disait que mais, si vous construisez tout ça et vous ne construisez pas dans le fort intérieur des gens, c'est les gens qui vont venir détruire tout ce que vous avez construit. Et on l'a vu effectivement dans beaucoup de pays. Il doit penser à l'après-Kagame et il doit y penser également au plus tôt pour ne pas lui-même s'éterniser au pouvoir, parce que ça crée également un autre problème quand on dure au pouvoir. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On observe maintenant la pause et après on passe à l'invité de cette soirée.